Alors donc je vais vous présenter les résultats donc d'une thèse qui portait effectivement sur la céramique du PIREM à l'âge du fer. Alors le propos en fait c'était de voir comment à partir des monceaux de céramique détritique qu'on retrouve dans les fouilles d'habitat, comment arriver en fait à trouver des clés pour proposer une interprétation fonctionnelle, comment on pouvait arriver sur des hypothèses d'utilisation concrète des récipients et ce qui permet ensuite d'ouvrir sur des analyses. En fait, là, on est vraiment en amont des analyses et d'ailleurs, toutes les hypothèses, les pistes que je vais vous présenter n'ont pas encore été soumises à l'analyse. Alors, le cœur du territoire REM, on est donc au nord de la plaine crayeuse de Champagne, avec la vallée de l'Aisne et la vallée de la Vesle. Et les deux principaux habitats en fait, qui ont été sollicités, c'est la fouille d'Assy-Romance, qui est une fouille programmée qui a duré sur une vingtaine d'années donc qui se trouve vraiment dans la vallée de l'Aisne, et les fouilles réalisées sur le tracé du TGV Est au sud de Reims, donc qui sont des fouilles dans le cadre préventif. Alors en ce qui concerne Assy-Romance, on a en fait un village qui se situe sur un rebord de plateau. Là, on est sur la craie franche, sur la craie blanche. Et on a en fait, comme on est en hauteur, une érosion assez forte et tous les niveaux de sol ont disparu. Donc là, on est vraiment dans le cas où la céramique, c'est uniquement du détritique. On n'a aucun contexte vraiment qui puisse nous guider dans l'interprétation en fait des restes. Par contre, on a un site où il y aura toute une possibilité d'interprétation spatiale par la suite, notamment dans la suite des travaux qui ont été faits par Bernard Lambeau et Patrice Méniel sur d'autres sujets. Mais pour l'instant, on n'est pas encore à ce stade. Les sites qui se trouvent au sud de Reims, donc fouillés sur le tracé du TGV Est, autour de Champfleury et de Villers-Hauneux. Donc là, on est plutôt dans un limon calcaire et on est dans des sites installés en fait sur les abords d'une vallée humide et plutôt, on est un peu en amont d'Assy-Romance, entre le 4e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Alors, on a une période relativement cohérente, au cœur du second âge du fer. Ça couvre du 4e au début du 1er siècle avec Assy-Romance. Et puis, on a donc un environnement culturel aussi cohérent, ce qui permet d'avoir une approche de travailler vraiment sur un territoire homogène du point de vue des fonctionnalités. Rapidement donc l'ensemble du corpus, les chiffres, et puis donc les grandes étapes de l'analyse, avec notamment la première qui est la mise en place des instruments, donc classement des récipients, classement des traces, le croisement des données et la discussion autour des hypothèses d'utilisation, avec surtout l'intervention qui doit toujours être présente en arrière-plan, c'est la part de l'inconnu, c'est-à-dire en fait la part de tout ce qu'on ne sait pas, notamment tout ce qui est contenant en bois, tout ce qui est vannerie, etc. Quand on travaille sur l'équipement domestique, bien sûr, et sur l'interprétation des fonctions, il faut avoir toujours la pensée de tout ce qui nous manque, même si il est très compliqué après de faire la part des choses, tellement la conservation a été problématique. Et on peut imaginer qu'il y avait énormément d'objets de ce type. Le classement des récipients et ustensiles, donc rapidement juste le schéma, un essai de schéma en fait de la méthode d'application, en sachant que la volonté c'était de garder quelque chose de très souple. Alors en partant de 3 critères, le critère technique, donc les aspects techniques visibles, le critère morphologique, le critère capacité-dimension, et c'est la capacité qui domine bien sûr puisqu'on est dans le domaine des contenants, donc l'important c'est vraiment leur capacité, et avec des familles qui vont être définies assez tôt avec certains critères, enfin des familles larges qui vont ressortir par des critères morphologiques, comme le cas des ustensiles à perforation par exemple, où là le critère morphologique est tellement dominant qu'on va les extraire pour au préalable et travailler ensuite sur les subdivisions. Parfois, c'est la capacité, la dimension qui va l'emporter, comme le cas des micro-récipients, où là, il y a vraiment là aussi quelque chose de particulier. Et puis ensuite, on a toute la masse des récipients qui n'ont pas de caractère très marqué, très fort, et où là, l'essai, ça va être d'essayer de trouver justement des moyens de subdiviser, de créer des familles, et d'approcher petit à petit avec la volonté d'un classement très souple qui puisse évoluer dans le temps, qui puisse se resubdiviser, se recroiser, parce que il y a vraiment pas l'idée, c'est de ne pas faire entrer des choses dans des cases toutes faites.
Les familles donc définies très tôt, c'est celles donc les ustensiles à perforation avec après un travail de subdivision par la typologie par exemple des fonds perforés ici que je réévoquerai plus tard. Et puis les micro-récipients, donc là c'est toutes les petites céramiques. Et ça, je ne l'évoquerai pas parce que c'est un domaine, on est dans un domaine très particulier. Par exemple, à Siromance, les contextes où se concentrent ces micro-récipients sont des contextes à part. Et notamment, il y a le grand puits au centre, enfin un peu sur le bord du village, où on a trouvé notamment des armes miniatures, des centaines d'armes miniatures associées à ces petits vases. Donc, on est dans une sphère qui est hors du quotidien. Et là, je vais plutôt aborder des questions en rapport avec le quotidien. Les critères, donc rapidement la technique, avec tout le problème de maîtriser l'évolution chronologique et de faire la part du chronologique et du fonctionnel, bien sûr, avec une production qui va en plus avoir tendance à se spécialiser très rapidement à Siromance, donc on est au 1er siècle, les influences méditerranéennes, etc. Donc il va falloir arriver à jouer sur, à maîtriser la donnée du temps. Le classement morphologique, la même chose, c'est-à-dire il faudra évacuer tout ce qui est la part du typologique, de l'évolution chronologique et essayer de faire ressortir les grandes tendances fonctionnelles. Donc avec les grandes dominantes, les formes hautes, les formes basses, qui ont permis de définir en fait les 4 grands ensembles techniques et morphologiques qui sont pour l'instant, l'idée c'est de partir sans aucune idée préconçue, donc le moins d'idées préconçues possible, et notamment avec des termes aussi, en évitant d'employer des termes trop connotés. Et là, donc, le travail va se faire de subdiviser. En fait, on a des grandes familles de formes, et puis, des grands ensembles de formes, et on va essayer de les subdiviser en faisant intervenir différents critères. Un des plus importants, donc, est bien sûr la capacité. Donc, si on travaille, par exemple, sur le cas des formes fermées rugueuses, donc il y a tout un travail, alors après bien sûr restitution des capacités, on est dans l'habitat, donc il va vraiment falloir essayer de restituer les formes, s'approcher, déterminer le maximum de capacité possible, travailler sur les diamètres, essayer de jongler avec les données qui sont parfois difficiles à maîtriser, définir aussi des intervalles pour systématiser un petit peu l'approche, des intervalles qui sont arbitraires, hein, qui n'ont pas d'arrière-plan, mais qui sont des intervalles pratiques pour la réflexion. Et puis on voit pour le cas des formes fermées ici, quand on classe par exemple en distinguant les formes fermées qui ont une lèvre renforcée et celles qui ont une lèvre simple, on voit que 2 grands ensembles se dessinent. D'une part donc tout ce qui est ici les capacités supérieures à 15 litres avec des formes en fait qui ont une lèvre renforcée, que ce soit les doliums ou les grands vases à la lèvre élargie, et toute la famille des pots à lèvres simples, donc, qui se répartit plutôt entre un demi-litre et une petite dizaine de litres. Alors, c'est jamais aussi simple que cela, ça rentre jamais aussi bien dans les cases, puisque ici, on voit donc la famille des grands contenants, que j'ai choisi d'appeler les jarres, mais en fait, pour les terminologies, j'ai beaucoup repris le travail, les termes d'Hélène Balfet, et évacuer en tout cas tout ce qui était terme un peu à la connotation fonctionnelle, en particulier par exemple le terme de vase de stockage dans ce cas-là. Donc le mieux c'est plutôt d'avoir des termes neutres pour pas influer sur l'idée qu'on se fait de la fonction, avoir déjà un schéma préalable sur la fonction des récipients. Donc les jarres avec les jarres ici des ensembles plus anciens du 4e, 2e de Champfleury, et on voit tout le problème bien sûr des contextes d'habitat. Là on va pouvoir travailler sur les diamètres qui donnent une idée de l'ampleur de la capacité des récipients, mais voilà, il va falloir toujours travailler en nuances. Et puis les familles là on est dans la grande famille des jarres, donc, et certains pots qui s'en rapprochent avec des lèvres renforcées, mais qui en même temps ont des caractères morphologiques qui vont aussi se rapprocher des pots plus petits. Donc quand on va croiser avec les données de traces, il faudra garder en souvenir donc toutes ces nuances. Les jarres, en fait, ici, on a des tendances avec des tendances de forme qui vont se resserrer assez fortement au col et des tendances de forme plus ouvertes pour les mêmes périodes. Donc on peut imaginer un arrière-plan fonctionnel.
Alors rapidement les pots avec toutes des nuances de capacité. Les jattes, ici tronconiques, là je passe aux formes basses communes avec tout un travail sur la capacité, notamment une famille qui se détache assez bien dans le corpus REM, c'est des formes simples, tronconiques et qui persistent au fil du temps. Hein. Du 6e jusqu'au 2e siècle à peu près, on a une espèce de famille qui vraiment va traverser le temps avec toujours une capacité qui se dessine entre un peu moins de 1 litre jusqu'à environ 2-3 litres. Donc on peut imaginer quelque chose de fonctionnel en arrière-plan. Alors qu'au contraire, on a dans les mêmes périodes des formes à épaulement, des formes à col. On en a un foisonnement, hein, on en a des centaines dans les ensembles des habitats. Et là, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir une approche fonctionnelle puisque justement, il y a tellement de nuances. Donc là, j'ai juste fait un test avec le diamètre à l'ouverture, les finitions. Et il se dessine quand même des petites choses, mais difficile à percevoir. Enfin, là, on a effectivement une famille qui semble se détacher, c'est celle des grandes jattes rugueuses. Et puis, au centre, on a tout un ensemble de récipients de capacité plus moyenne, avec notamment, c'est là que figurent les récipients les lissés, décorés. Donc, on peut imaginer quelque chose lié au service, mais on ne va pas évoquer tout de suite les fonctionnalités. Là, les grandes jattes, donc avec deux groupes, hein, autour de 4-10 litres, autour d'une dizaine de litres. Et dans les plus grands, on voit que la lèvre est parfois renforcée comme les jarres. Et puis donc la masse des récipients plus petits qui mériteraient une autre approche, mais que pour l'instant, on n'en est pas à ce stade. De la même façon, pour les vases fermés, il n'y aura pas de subdivision pour l'instant pour avoir un potentiel statistique entre des formes resserrées qui pourraient évoquer des bouteilles, des pots, des formes plus petites. Là, on va traiter ça comme un tout pour croiser avec les traces, en sachant que cette famille-là, comme celle des écuelles qu'on a vues auparavant, parfois décorées, comme celle des petites formes les plus fines, et qui s'associe souvent techniquement aux vases fermés. Là, on a le cas, par exemple, à Assy-Romance, d'une production locale que j'ai appelée la fine lissée brune à cause de son aspect parfois une teinte presque un peu chocolat. Et en fait, cette production locale, effectivement, on va retrouver des vases fermés beaucoup, mais aussi parfois des petites formes basses assez particulières et qui semblent s'associer et qui pourraient être notamment des couvercles. Donc, il y a des formes qui se détachent un petit peu et qu'on peut percevoir. Et là, les correspondances dans les tombes de la Athènes ancienne, on voit en fait, parce que voilà, l'important aussi pour, si je n'ai pas encore poussé plus avant pour les vases fermés, c'est qu'il faudra inclure bien sûr les sépultures où on retrouve ces types de céramique fine dans la discussion. Rapidement, donc, le schéma récapitulatif. Et puis, donc, l'approche des traces avec juste, alors, les éléments importants, c'est le travail donc, ethnologique de James Kibo qui, début des années 90, a travaillé de façon très approfondie sur la céramique des Philippines, du peuple Kalinga, et avec toute une démarche méthodologique très poussée, notamment un classement des traces très, très pointu en distinguant différentes catégories de traces, avec notamment la différence claire entre les traces liées à la taphonomie et les traces potentiellement liées à l'emploi, et avec une nuance importante entre la destination en fait première éventuelle des vases et la fonction qui éventuellement était prévue pour les récipients que l'on peut percevoir à travers la morphologie, les caractères techniques choisis, et puis ce qui va être l'emploi effectif, concret, enfin réel, ce qui aura été l'emploi réel de ces récipients, et qu'on peut approcher justement à travers les traces d'usage, qui donnent une approche plus concrète. Rapidement, donc, différentes catégories de traces, hein, dépôts résidus, altérations mécaniques, altérations chimiques, liées donc à l'emploi, au réemploi ou à des événements accidentels. Là, les catégories de traces qu'on perçoit, donc notamment tout ce qui est dépôts sombres. Alors pour Assy-Romance et même pour la Champagne de façon générale, c'est traité en un seul tenant parce que les traces sont mal conservées, les traces organiques. Donc on a
on va avoir beaucoup de mal à distinguer les catégories, on va travailler plutôt sur la localisation. Les dépôts blanchâtres qui se distinguent des concrétions, là on a des dépôts intérieurs que j'évoquerai de nouveau, et puis tout ce qui est traces d'usure, bien sûr il y a l'emploi, lèvres, surface intérieure, surface de pose et épaulement, par abrasion et par frottement. Et là, rapidement, des réparations avec, par exemple, des cas de réparation ici, où on a réparation juste pour consolider une fissure ou au contraire pour réparer un vase totalement brisé. Et là, avec parfois l'adhésif organique qui est conservé, on allait jusqu'à boucher donc, certaines parties du vase pour le restaurer. Les altérations d'origine physico-chimique, parmi les plus intéressantes en termes de fonction, avec notamment les altérations intérieures, la porosité moldique, donc qui est la disparition, en fait, c'est un terme de géologie, la disparition du calcaire juste à l'intérieur des récipients, des inclusions calcaires, et ici les attaques de surface intérieure, donc soit localisées, soit qui vont finir par couvrir l'intérieur de la céramique. L'oxydation extérieure, donc qui traduit l'exposition répétée à des sources de chaleur, et puis toutes les altérations là plutôt accidentelles, où on voit là des cas effectivement où une partie du vase a complètement été déformée par la recuisson, probablement dans un incendie. Là, c'est le cadre d'un très gros rejet d'habitat où tout était totalement brûlé à Vrigny et où on a vraiment un cas d'incendie exemplaire. Le croisement des données donc à partir des deux classements et ce qu'il en ressort avec ici donc l'ensemble du corpus qui a pu être utilisé. Donc on retrouve les familles, la répartition et donc un corpus qui se monte à peu près à 2000 individus. Ce qui est intéressant, c'est quand on voit la répartition, les proportions des différentes familles, c'est qu'en fait on a quelque chose d'assez proche finalement entre deux habitats différents, avec des nuances chronologiques. Donc on perçoit en arrière-plan probablement, et ça c'est un autre sujet en fait, la question de la composition des vaisseliers. Et ce qui est intéressant en fait dans cela, c'est que le fait qu'on ait une certaine unité dans les rejets, dans la composition des rejets, fait que finalement, dès que la composition d'un rejet se distingue de ce qu'on a habituellement, c'est là qu'on va pouvoir avoir chercher une interprétation justement pour expliquer pourquoi dans ce secteur-là, il y a des rejets qui sont un peu différents de la composition habituelle. Avec au niveau du croisement donc des familles des traces, une convergence qui était tout à fait attendue, hein, parce qu'on avait depuis longtemps mis en relation les peaux rugueux et les jattes tronconiques très simples, rugueuses. Et on a notamment ici donc la convergence au niveau des traces avec l'oxydation extérieure, donc qui traduit l'exposition au feu, les traces sombres à l'intérieur de la panse qui évoquent les dépôts organiques. Or, ils sont souvent très mal conservés, donc là, c'est exceptionnel qu'il y en ait pour justement ces deux familles. Et surtout pour ces deux familles-là, l'absence d'attaque intérieure, donc ni porosité, ni surface intérieure éclatée, alors que pourtant, régulièrement, ces pâtes sont réalisées avec des inclusions calcaires. On a là deux cas à Assy-Romance, tout à fait exemplaires des pâtes qu'on trouve. Là, il y a eu une analyse pétrographique. Et en fait, on a des proportions de calcaire jusqu'à 10%, 15% de la pâte. Et donc, pourtant, on n'a pas les altérations, donc la porosité intérieure, donc probablement pas de contenu agressif, en tout cas acide, qui ont attaqué l'intérieur de ces récipients. Avec donc se dessinent donc les deux grandes familles liées probablement à la cuisson des aliments, à la cuisson quotidienne, avec notamment donc les peaux. On voit effectivement l'oxydation extérieure, les traces noirâtres et les jattes. Et la particularité, c'est que les jattes, on a souvent un dépôt qui se fait en bande, enfin seulement sur le rebord en fait du récipient. Et une hypothèse, notamment proposée avec Stéphane Godefroy, qui expérimente en fait sur l'utilisation de la céramique et qui a observé en fait en faisant cuire des bouillies, notamment des bouillies de céréales, une forme de caramélisation en surface et des dépôts qui ont tendance à se former donc en surface des aliments et donc des encroûtements qui pourraient ensuite être plus tenaces et persister donc avec le temps, même dans cet environnement assez peu favorable. Autre croisement entre les familles, donc les vases fermés les plus fins
et les grands contenants, jarres, dolias, enfin, et grandes bassines donc. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, ce lien-là, il était beaucoup moins attendu justement, et il est ressorti vraiment fort. On a parmi les éléments qui ressortent, c'est l'usure de la lèvre, par exemple, qui évoque peut-être l'utilisation d'un couvercle, mais il y a peut-être d'autres pistes à envisager. On a le fait que les surfaces intérieures soient souvent attaquées, et notamment donc les deux formes d'attaque, hein, la porosité et les éclats intérieurs, alors qu'au contraire, alors l'oxydation externe est représentée, mais presque uniquement sur les grandes jarres. Donc là, on ne peut pas exclure que les grandes jarres aient aussi été en rapport avec la cuisson. Et on a effectivement des traces sombres qui sont essentiellement sur les bords, donc qui sont peut-être plutôt liées à l'imperméabilisation ou le traitement des bords, ou à la volonté d'avoir un élément adhésif pour les couvercles, par exemple, ce genre de choses, plutôt que lié à de l'alimentaire et à des éléments qui se seraient déposés. Un des cas de porosité ici caractéristique, hein, dans des vases. Le problème de la porosité moldique, en fait, c'est que pour l'observer, bien sûr, il faut des pâtes à inclusion calcaire, une conservation favorable, bien sûr, des vases qui ne soient pas trop recuits, etc. Donc, bien sûr, il y a tout un problème d'observation au niveau de l'habitat. Il faut toujours avoir en arrière-plan donc l'importance de l'environnement. Pour les explications, en fait, le champ des possibles, en ce qui concerne la porosité moldique, il y a beaucoup de possibilités, mais c'est essentiellement, bien sûr, des acides qui vont détruire le carbonate de calcium. Et ces acides renvoient notamment à des préparations liées à la fermentation, et notamment les boissons alcooliques. Les acides carboniques, par exemple, va être très destructeur pour le calcaire, éventuellement les vinaigres, et puis éventuellement les légumes fermentés, les laitages fermentés. On peut imaginer tout type d'aliments fermentés pour cette destruction. L'autre donc grande catégorie de destruction, c'est les éclats intérieurs. On en a différents exemples. C'est quelque chose de très récurrent. C'est pas toutes les jarres, mais il y en a une grosse proportion. Et en fait, ça fait longtemps, ça a été observé aussi en ethnologie, et ça fait longtemps qu'il y a un débat pour savoir si c'est plutôt lié à des salaisons ou si c'est plutôt lié à des boissons fermentées, notamment à des formes de bière. Et dans certains cas, apparemment, on peut vraiment faire le lien. C'est le cas, par exemple, chez les Amérindiens, où d'après l'étude de Stephen Rostin, on avait donc observé des altérations, donc des squamations, des attaques intérieures avec la fabrication de la bière de manioc. Fabrication, cuisson et fermentation, donc les phases de la fabrication de la bière. Avec donc ici des cas qui cette fois-ci sont des cas archéologiques de contexte de l'âge du fer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les jarres qui présentent donc souvent ces... Alors, en fait, l'altération va varier en fonction de la qualité technique du vase. Donc, ça peut être un même contenu qu'a occasionné la porosité et les lacunes en cupule. En fait, l'important, c'est de faire le lien avec la composition minéralogique, bien sûr, toujours, de rattacher ça avec la composition. Et notamment, ici, on a le cas des jarres d'acyromance, avec, quand on a des jarres qui ont plutôt une pâte calcaire, ce qu'on va observer, c'est de la porosité moldique. Et quand on a des jarres qui ont une pâte chamotée, une pâte assez poreuse, on va plutôt observer donc des desquamations. C'est le cas aussi des dolias, par exemple. Et pour des périodes plus anciennes, pour le premier âge du fer, où là on a essentiellement des pâtes qui sont en fait chamotées, qui sont des pâtes très poreuses, très fragiles, c'est presque exclusivement de la desquamation qu'on va observer, et on en observe beaucoup, notamment pour le cas des sites fouillés dans la plaine calcaire, donc sur le report Vatry, autour de 600, on a les grandes jarres, et là on observe que c'est les jarres qui ont en général l'embouchure la plus resserrée qui vont présenter ce type de traces, alors que les jarres plus ouvertes vont souvent en être dépourvues. C'est pas systématique, mais c'est très fréquent qu'on puisse observer cela. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve le même lien qu'à Acyromance avec les vases les plus fins, les vases peints, qui là aussi vont présenter des altérations. Donc on retrouve ce même lien entre les vases les plus fins. Et en fait, ça va permettre d'orienter un petit peu la piste pour l'interprétation, puisque
l'hypothèse salaison devient un peu moins envisageable pour ce type de vase peint, pour les formes aussi qui ont tendance à être très resserrées, et on va finalement plutôt avoir une orientation vers les boissons fermentées. Alors après, il y a d'autres arguments qui rentrent aussi en ligne de compte. Par exemple, le fait qu'on ait une très grande importance de la culture de l'orge en Champagne, qui va persister pendant tout l'âge du fer. L'orge étant bien sûr favorable, même si ce n'est pas la seule céréale qu'on peut utiliser, c'est une céréale très souvent utilisée pour la fabrication de la bière. Mais bien sûr, il va falloir replacer tout dans son environnement, et il y a d'autres arguments bien sûr qui pourront intervenir. Une hypothèse pourrait être que effectivement les grandes jarres ont été utilisées pour la production de la bière. Les grandes jarres, bien sûr, avec la surface intérieure abîmée, et on peut envisager, par exemple, la cuisson, par exemple, la préparation, enfin la fermentation. Mais ça, bon, bien sûr, là, il faudra passer au stade de l'analyse pour bien sûr pouvoir être confirmé ou infirmé cette hypothèse. Là, avec des exemples au Sénégal de vases utilisés en réemploi, parce que le problème, bien sûr, dans les habitats, c'est que très souvent, ces jarres, ensuite, ont été utilisées à d'autres choses, et donc il va aussi falloir faire la part du réemploi et prendre en compte ce facteur-là. Le travail de Brahim Diop en fait au Sénégal, il avait observé des choses très intéressantes, notamment dans la localisation de ces récipients pour la bière. Il parlait notamment de la nécessité de faire ce travail à l'extérieur des habitats pour les risques d'incendie, etc. Et aussi le fait que dans les jarres, celles qui n'étaient pas utilisées pour la fermentation ou pour la préparation de la bière, étaient aussi assez souvent placées à l'extérieur. Notamment, c'était la réserve d'eau quotidienne. Donc, on allait placer dans la cour, dans les espaces de circulation. Et on peut faire le lien, en fait, entre cela, ces observations, et le fait que dans les habitats de l'âge du fer, on a très souvent ces vases. Ça fait partie des rares vases qu'on retrouve, en fait, quand on a les sols des habitats conservés, qu'on retrouve parfois en place dans les sols et souvent un peu à l'écart des habitats, parfois associés à des petits espaces dont on a l'impression que ce sont des espaces d'activité artisanale. Et on peut envisager, par exemple, effectivement, le cas de la réserve d'eau, le cas en fonction, en fait, on va orienter en fonction des traces d'altération, du contexte. Là aussi, donc, bien sûr, tous les arguments après, quand on travaille sur les hypothèses, donc après les classements, tous les arguments devront rentrer en ligne de compte. Le autre croisement intéressant, c'est celui entre les fonds perforés et les traces blanchâtres. C'est vraiment quelque chose de récurrent qui apparaissait dans le corpus. Et en fait, les traces blanchâtres sont, on a là environ 9 cas qui ont pu être relevés dans le corpus, mais il y en a d'autres à l'extérieur du corpus aussi. Et dans tous les cas, c'est sur des vases à perforation centrale, larges ou à quelques perforations, mais toujours des perforations larges et situées dans le fond. Les vases à petites perforations ne présentent pas ce type de traces. On a des exemples ici, par exemple la Syromance au IIe siècle. En fait, c'est l'époque où se concentrent ces découvertes, IIe siècle, début du 1er siècle. Et le dépôt prend une forme... Alors, ça peut être des vases en remploi, on le voit ici très clairement. Ce vase est un vase décoré, fin, qui a été réutilisé et perforé. Ça peut être des vases qui peut être ici, parfois on peut le prouver, par exemple ici, que c'était une perforation d'origine. Parfois, c'est plus aléatoire à préciser. En tout cas, le dépôt couvre l'intérieur jusqu'au bord quand on a l'ensemble du vase. Et la perforation, et parfois par percolation, pénètre vraiment le matériau. Avec ici donc différents cas où on voit que souvent se superposent donc les concrétions calcaires naturelles à notre terrain qui vont parfois même couvrir un peu les tranches, et ce dépôt qui est vraiment localisé, lui, très fin, blanc, tenace, qui est quand même un dépôt assez particulier. Alors, parmi les hypothèses d'interprétation, il y en a eu beaucoup. Pots de fleurs, vases pour cuire à la vapeur, parmi les autres possibilités. Enfin, il y a eu plusieurs pistes qui avaient été évoquées. Et la difficulté, enfin, en ce qui concerne en tout cas les vases pour cuire à la vapeur, qui étaient la plus souvent avancés, le dépôt
finalement n'a pas de raison d'être, puisque si c'est la cuisson à la vapeur, ce vase-là serait dans la partie supérieure, donc la vapeur ayant très peu de calcaire, il n'y aurait pas ce type de phénomène. Les pots de fleurs, c'est pareil, le dépôt ne se fait pas de cette manière-là. Dans une région très calcaire, comme la Champagne, on peut l'observer, on n'a pas du tout cette forme récurrente de dépôt calcaire à l'intérieur des pots de fleurs. Donc, en éliminant petit à petit, en fait, toutes les possibilités, liées, parce que la nature calcaire, par contre, du dépôt a bien été vérifiée à plusieurs reprises pour l'essentiel des exemplaires. Et en fait, l'idée, c'est que ce soit pas du calcaire vraiment, mais que à l'origine, que ce soit du calcaire qui soit né de l'utilisation en relation avec la chaux, parce que la chaux qui se retransforme, en fait, donne du calcaire. Et en croisant, en fait, la forme de ces récipients. Quand on a les récipients d'origine, en fait, ce sont des formes simples, tronconiques, des formes qui évoquent un peu des entonnoirs. Là, c'est tous des cas de réemploi. On va réemployer des récipients très variés, ce qui montre là aussi que les pots de fleurs, par exemple, c'est totalement invraisemblable pour ce type de récipient. Et donc, l'idée, c'est vraiment, en fait, quand on voit toutes les possibilités de réutilisation, on a un entonnoir, en fait, vraiment un rôle d'entonnoir. Et en croisant l'idée de l'entonnoir et l'idée de la chaux, en fait, ce qu'on trouve, et dans des références encore très récentes, c'est la possibilité d'utiliser des entonnoirs pour la fabrication, en fait, de l'eau de chaux. Ça se pratique encore même à domicile. Quand on veut fabriquer de l'eau de chaux, on va filtrer en fait le lait de chaux. Alors il y a tout un processus qui part bien sûr du calcaire, la fabrication de la chaux vive, mais ça c'est très technique. Et puis ensuite on fabrique du lait de chaux en diluant, et après décantation, on va filtrer pour obtenir de l'eau de chaux. L'eau de chaux qui ne va pas se conserver très très longtemps, mais on peut envisager qu'en filtrant, en fait, il y a un dépôt qui se forme effectivement sur l'intérieur, au niveau des perforations, et éventuellement par percolation, puisqu'on est dans un matériau très liquide. Et là, vous avez un exemple récent d'utilisation avec un filtre textile, on peut envisager pour les époques anciennes. Après, quand on envisage une hypothèse comme celle-ci, bien sûr, il faut replacer tout ça dans un contexte et voir si c'est envisageable, si c'est plausible pour la période et de quelle manière le démontrer. Alors, parmi les exemples les plus anciens, là, il y a le cas de Champfleury au IIIe siècle. Et on est dans un contexte domestique, mais c'est le cas en général. En fait, ces dépôts blancs, ces entonnoirs à dépôts blancs se retrouvent dans des contextes domestiques classiques. Et en fait, ça pourrait convenir à l'interprétation, puisqu'en fait, l'eau de chaux se conserve très peu, et les gens, même actuellement, les préparent à domicile pour les nourrissons, notamment pour ces valeurs antiseptiques, thérapeutiques. C'est un matériau qui a beaucoup d'intérêt. Et en passant d'ailleurs en revue les différentes utilisations, parce qu'après, là, il faut travailler sur le champ des possibles. Pour l'époque gauloise, bien sûr, on peut voir en fait que le champ des possibles pour la chaux, mais aussi pour l'eau de chaux, ici, est finalement quelque chose de très varié, puisqu'on a les artisanats textiles. On sait que encore récemment, on utilisait l'eau de chaux pour certaines teintures, notamment le bleu. On a l'artisanat du cuir aussi. On peut deviner l'importance de l'artisanat du cuir pour ces périodes. Alors, c'est pas une obligation d'utiliser la chaux, mais ça peut être utilisé tout à fait. Et on a donc tout le domaine des soins du corps, de la thérapeutique et de la conservation alimentaire. Et donc, ces occurrences, et notamment un exemple très intéressant à Orléans, où on a un lien entre ces dépôts blanchâtres et l'univers textile par la présence de pesons, donc associés à ces... on a peut-être là une piste intéressante à développer. Juste pour terminer rapidement sur cette question, on a aussi quelques textes, quelques attestations pour la chaux. Donc là aussi, on a quand même quelques éléments, et notamment, parmi les témoignages, on a le témoignage de Diodore de Sicile au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui nous dit que les Gaulois s'enduisaient les cheveux, se lavaient sans cesse les cheveux avec un lait de chaux. Alors là, selon les traductions, c'est lait de chaux ou eau de chaux, donc on peut tout à fait envisager aussi que ce soit de l'eau de chaux. Après, apparemment, les deux nuances sont possibles. Et donc, on aurait un témoignage direct. Et on peut envisager que derrière ce témoignage, la plupart dans l'interprétation, envisagent quelque chose d'assez anecdotique sur la coquetterie des Gaulois, sur des pratiques un peu qui auraient frappé
les auteurs antiques, mais on peut aussi avoir un arrière-plan un peu plus complexe avec le fait que cette eau de chaux peut avoir des propriétés thérapeutiques, des propriétés pour les parasites, par exemple, pour les soins capillaires, en fait, donc que ça peut aussi être une pratique culturelle, que ça peut être lié à l'importance qu'ils accordaient à la maîtrise du travail de la chaux, qui est une maîtrise très technique et qui est très, très complexe. Et ça laisse supposer peut-être une importance du travail de la chaux plus important qu'on ne le soupçonne, en tout cas pour l'époque gauloise. Et il semblerait que que cela puisse être attesté, notamment sur l'habitat d'Assy-Romance. Le fait d'avoir interprété en fait comme des entonnoirs pour filtrer l'eau de chaux a permis d'identifier. Je suis en train de finir. Oui, c'est ça. Oui. Pardon. Le fait d'avoir identifié les entonnoirs a permis d'aller chercher un petit peu les structures qui seraient en rapport avec la chaux, et on a pu identifier des cuves qui n'avaient pas été interprétées, des cuves avec un niveau à côté de calcaire carbonisé. Or, on sait que les foyers très simples peuvent être juste des feux allumés sur la craie, puisque là, on est sur un sol de craie blanche, allumé sur la craie, et on récupère la chaux. Donc, on a tout un environnement qui permet peut-être de valider cette hypothèse, mais là, il y a encore tout un travail à faire, bien sûr, d'expérimentation, etc., pour en être sûr. Je vous remercie.